et à toutes. Aujourd'hui, nous accueillons Robert Stahl dans cette nouvelle interview de la boîte à livres. Son parcours est bien impressionnant. Ingénieur, Gestalt praticien, coach professionnel et superviseur de coach et de manager. Vous avez été animateur dans un centre d'hébergement d'urgence à Lille. Vous avez enseigné dans le supérieur technique, entre autres, à Lille et à Casablanca. Vous avez créé et dirigé des centres de formation continue pour des salariés et demandeurs d'emploi dans différentes régions de France, dont des écoles d'ingénieurs par la formation continue et l'apprentissage. Dès 2005, vous devenez coach et formateur de dirigeants et vous avez été chargé d'enseignement à Sciences Po Paris. Depuis 2013, vous animez des groupes de supervision existentielle et vous accompagnez de nombreuses initiatives. Bonjour Robert. Bonjour Oriane, merci de m'accueillir. Merci également d'avoir accepté de prendre un moment de votre précieux temps pour venir présenter aux auditeurs et auditrices de la boîte à livres votre nouveau-né. Je reprends ma vie en main. Paru aux éditions AFNOR et préfacé élégamment par Monsieur Jean-Pierre Bobineau, président d'ICF France de 2020 à 2022. D'ailleurs, j'ai pu observer que ce n'est pas votre premier livre, mais déjà votre 8e, si je ne me trompe pas. Alors réellement, c'est mon deuxième livre complet professionnel. Voilà. Il y avait un livre Ah, en 2013 et les autres sont des auto-éditions la plupart du temps ou des contributions à des livres que j'ai écrits avec d'autres. j'ai quand même observé que votre dernier livre semble faire partie d'une série de livres de type auto-coaching, comme reprenez le volant de votre vie pro-perso, favoriser et développer l'intelligence collective, repenser être en relation. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce 4e manuel d'auto-coaching? Donc en l'occurrence, ce n'est pas un quatrième, c'est le manuel d'auto-coaching, c'est-à-dire que j'ai tout mis ce que j'avais pu écrire avant en le réécrivant, en le reformatant, mais Ah en oui, disant plutôt que de focaliser sur un seul thème, j'ai mis les 4 thèmes qui me paraissaient importants et donc en les revisitant, en les réagençant et en faisant en sorte que ce soit un livre facile à lire, il n'y a pas besoin de dictionnaire à côté et chaque notion voilà, est vue en 1 ou 2 pages et puis on avance dans le livre assez facilement, semble-t-il. oui, j'ai vu qu'il était divisé en 4 parties, donc ça fait vraiment tout à fait sens par rapport à ce que vous venez de nous partager. Donc, ces 4 parties pour nos auditeurs et auditrices, c'est 1, reprendre soin de soi, 2, reprendre soin de la relation, 3, reprendre soin de l'équipe, et 4, le voyage du rêve à 10 ans. Alors, la 3e partie m'a un peu étonnée, je dois dire, car le thème de votre livre est une sorte de manuel d'auto-coaching et semble centré sur la personne, et puis vous abordez l'équipe. Quel lien faites-vous entre reprendre sa vie en main, qui est plus de l'ordre de l'individuel, et l'intelligence collective? Le thème du livre, et c'était une des difficultés de l'écriture, c'est qu'il s'adresse autant à des personnes qu'à des équipes. Donc, pour des personnes, c'est comment prendre soin de soi. Pour des équipes, c'est comment prendre soin de son équipe. Ensuite, c'est le deuxième partie, c'est moi en lien avec l'autre. Et ça peut être mon équipe en lien avec le monde. Voilà. La troisième partie, c'est moi et les autres. Et donc, c'est effectivement de dire comment, si on est avec plusieurs, on transforme tout cela. Et la dernière partie, c'est effectivement donner de la place à son rêve, à ses rêves. Mais ça peut être les rêves que l'on fait tout seul, voilà, moi, dans 10 ans. Mais ça peut être dire, ben voilà, je suis dans telle association ou je suis dans telle entreprise et comment je projette mon entreprise et comment je la projette avec mon équipe. Est-ce que je fais ça tout seul ou est-ce que je fais ça avec mon comité de direction, avec mon conseil d'administration, avec les bénévoles, que sais-je, en fonction du format dans lequel je suis. Donc pour moi, c'était vraiment ces 2 aspects, ne pas être uniquement centré sur soi, et en disant, ça y est, je suis très heureux, mais le monde, j'ai oublié le reste du monde. Fait non, ça peut être aussi un travail à faire à plusieurs. Oui, finalement, l'homme est un être social et je dis bravo parce que vous avez relevé un fameux défi d'amener ces différentes dimensions de l'individu au sein de ce livre. Et je dois dire aussi, et ça je crois que ça plaira aux auditeurs et auditrices, c'est le rythme de votre livre avec
Il y a un temps pour des explications, des exemples, des dessins, des exercices, mais surtout, et ça m'a épaté, c'est des pauses réflexives qui invitent à poser le livre et à intégrer les informations. D'ailleurs, vous invitez le lecteur à prendre des rendez-vous réguliers avec lui-même. Pourriez-vous nous en dire un peu plus à propos de ce travail de prise de recul? Sur ce travail de prise de recul, il y a deux choses. Une chose par rapport au livre lui-même, puisque pour moi, c'est un guide d'auto-coaching. Et donc, c'est un peu une gageure. Dire, a priori, le coach, c'est celui qui ne sait pas quand il accompagne quelqu'un. Donc, comment se présenter? Donc, moi, j'ai essayé un peu de dire, voilà ce que j'ai compris d'un certain nombre de choses. Et puis, je propose au lecteur de se poser. Donc, après chaque chapitre est un rendez-vous de coaching. Si le lecteur en est d'accord. Et donc, après avoir lu son chapitre, il se pose, il prend du recul, il s'interroge, éventuellement il répond à des questions. Ensuite, il découvre quelquefois que moi aussi j'ai répondu aux questions et donc il peut se dire tiens, ah ben on est pareil ou on n'est pas pareil. Et moi je lui invite à dire mais vos réponses sont aussi importantes et peut-être même plus importantes que les miennes. Voilà. Et puis il est invité à décider, de dire bon voilà, maintenant que vous avez avancé sur ce sujet-là, est-ce que vous en faites quelque chose ou est-ce que vous n'en faites rien? Voilà. Donc, et puis même un peu plus loin, on va lui proposer même de s'évaluer pour dire bah, sur ce sujet-là, comment j'étais avant la lecture du livre et maintenant où est-ce que j'en suis. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment un travail de prise de recul et c'est aussi un travail que je propose de faire souvent à mes clients. Là, j'étais avec quelqu'un tout à l'heure en coaching et c'est de dire est-ce que vous avez un rendez-vous avec vous-même une fois par semaine pour regarder où est-ce que vous en êtes de votre temps? Comment vous organisez votre semaine prochaine pour que vous soyez maître de votre temps et que ce ne soit pas le temps qui décide voilà, et qu'à la fin de la semaine, vous disiez, bah, je sais pas, j'ai couru tout le temps après mon ombre et j'ai probablement oublié des choses, mais je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, c'est simplement, donc ces temps de prise de recul sont vraiment importants. Oui, d'ailleurs, j'y vois le côté superviseur que vous avez aussi, hein, c'est ce côté réflexif qui est très présent hein, dans votre approche. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Bon, je suis superviseur comme vous, et donc je sais combien cette réflexivité est importante pour pouvoir évoluer. Également, ce que j'ai apprécié, c'est que vous touchez vraiment l'être dans sa globalité. Et donc, vous parlez aussi de santé et j'avais envie de souligner ce point-là, le sommeil. J'ai trouvé ça assez intéressant, le fait que vous proposiez de comprendre les cycles de sommeil et j'ai bien aimé cette petite anecdote que Pierre Flucher, hein, un spécialiste du bien dormir, raconte à propos de la guerre des 6 jours. Donc, j'ai découvert que l'armée israélienne a simplement eu le dessus sur l'armée égyptienne, juste parce que les troupes israéliennes étaient entraînées à dormir 20 minutes toutes les 6 heures. Alors, qu'aimeriez-vous recommander à propos du sommeil? Alors, bah, vous donnez une donnée qui est pour moi importante, qui est proposée par Flucher. Alors, j'ai découvert en cours de route que Flucher était, comme moi, ingénieur central. Donc, Oui. ça m'a fait sourire, je ne savais pas. Et qu'il a écrit pendant 30 ans sur ce sujet-là. Voilà, parce que j'ai creusé après chaque sujet. Il y a un point qui est vraiment important à retenir, c'est que 20 minutes de sommeil, ça égale 1 heure et demie. Donc, donc moi, j'essaye systématiquement de faire une sieste de 20 minutes au milieu de la journée. Et je sais qu'en faisant ces 20 minutes, je récupère 1 heure et demie de sommeil. Donc, je suis bien en bien meilleure forme après. Je ne peux pas toujours la faire, cette sieste, mais la plupart du temps, j'arrive à 80% de la faire. Le message que je peux indiquer, alors, c'est vraiment d'abord de s'écouter soi-même. Parce que pour moi, c'est 20 minutes, mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, c'est 15 minutes, ou quelqu'un d'autre, c'est 25 minutes. Donc, c'est s'écouter soi-même. C'est aussi ne pas faire de conclusion hâtive. Ah bah tiens, j'arrive pas à faire une sieste de 20 minutes. Mais je m'y suis pas arrivé tout de suite, moi. J'ai fait Hmm. plusieurs essais, et puis au bout d'un certain temps, mais je crois que ça devait être la 30e sieste, je me suis rendu compte que mon temps à moi, c'était 20 minutes. Et au point que je mets en fait systématiquement mon réveil à sonner au bout de 20 minutes, et que quand je suis vraiment bien centré, ben, je me réveille 1 minute avant mon réveil. Voilà. Hmm. C'est moi qui l'éteins, il ne va pas sonner. Voilà. Donc, c'est vraiment s'écouter soi-même. Et puis, l'autre chose, c'est, je pense, c'est trouver un rythme. C'est-à-dire que si vous passez votre temps à vous coucher une fois à 10 heures, une fois à 11h30, une fois à 1 heure du matin, puis vous revenez à 10 heures, et puis vous faites de temps en temps des siestes, de temps en temps vous n'en faites pas,
vous partez perdu d'avance parce qu'en fait, le Oui. corps a besoin, alors de temps en temps, qu'on fasse voilà, on est chez des copains ou on va faire la Mhm. fête, mais le corps a besoin aussi de repères réguliers, comme bon, les repas, voilà, au petit déjeuner, si on est habitué à prendre le petit déjeuner, il faut qu'on prenne le petit déjeuner, il ne faut pas le sauter. Voilà. Donc, c'est vraiment de s'écouter et petit à petit de s'installer un certain nombre de rituels. Voilà. Alors, sans en être prisonnier, du coup, de pouvoir vraiment mieux dormir. Et en tous les cas, se réveiller plutôt en forme. Le cerveau aime les habitudes. J'ai découvert ça que ça l'aidait à être plus efficace quand on lui donnait des rythmes et des habitudes. Donc, Alors, c'est un point que j'aborde dans la première partie, prendre soin de soi, et qui peut paraître ridicule. Donc, il y a des gens qui vont dire, j'ai pas envie de ritualiser ça. Moi, j'ai pris, par exemple, j'ai un rituel de liste des courses et que j'utilise que ce soit en vacances ou le dimanche voilà. Et moi, en l'occurrence, ça me libère l'esprit. Et voilà, si j'ai une idée, voilà, on est en train de discuter, soudain je me dis, tiens, il y a un truc, je vais le rajouter dans ma liste des courses. Et puis comme ça, j'ai pas besoin de m'en rappeler et de m'encombrer l'esprit avec ça. Et donc, je hmm, pense que le fait d'avoir un rituel, que ce soit la liste des courses ou le rendez-vous 1 heure avec soi pour regarder son temps, le temps de la semaine passée, le temps de la semaine à venir, voilà, c'est des petits rituels, mais qui quelquefois font des grands, grands changements. Et en hmm, coaching, on aime beaucoup les petits changements qui amènent des grands changements. Voilà. Et à titre d'anecdote, je pense que je le cite dans le livre, un directeur voilà, me dit bah, ça ne marche pas très bien dans mes réunions. Donc, on travaille et je lui dis à un moment donné est-ce que silence dans vos réunions? Donc, OK. Et puis, je dis bah, quand vous posez un sujet, euh, qui parle en premier? Il dit bah, c'est moi. Je dis bah, écoutez, je vous propose pour la prochaine réunion de direction que vous allez poser un sujet à votre équipe. Vous allez laisser 2, 3 minutes de silence pour que votre équipe y réfléchisse parce que ce n'est pas instantané. Et puis ensuite, vous allez faire en popcorn, vous allez écouter chaque personne. Et si vous êtes 7, ben vous êtes le septième à parler. Et si à la fin, quand c'est votre tour, vous n'avez rien à dire, acceptez que vous n'avez rien à dire puisque ça a déjà été dit. Je l'ai revu au rendez-vous suivant, il m'a dit, j'ai changé d'entreprise. Je ne suis plus dans la même entreprise. Je viens de waouh, découvrir que mon entreprise, c'était tout à fait autre chose parce qu'en fait, j'empêchais mes collaborateurs de parler. Je ne m'en rendais pas compte. Donc maintenant, c'est eux qui parlent, c'est eux qui bossent. Donc je vous remercie, mais c'est un tout petit changement. C'est juste parler en dernier au lieu de parler en premier. C'est pas grand-chose. Voilà. hmm. Et bon nombre de directeurs gagneraient à accepter de parler en dernier. Ou de Effect- managers, hein, voilà, Oui. voilà, dans des associations, que sais-je. Voilà. Et même en tant que parent, donner la parole aux enfants et de conclure peut-être à la fin, plutôt que de sermonner en expliquant pourquoi et comment. Et je pense que ça libérerait fortement la relation parent-enfant. Je réagis à ce que vous indiquez. Dans le début de la deuxième partie, j'indique un peu la spirale avec 3 postures, la posture autorité-reconnaissance, la posture délégation et Oui, la posture du coach. Et pour les enfants, à certains moments, c'est bien effectivement de les écouter, mais à certains moments, c'est aussi intéressant de parler en premier en disant, excuse-moi, mais la loi, c'est ça. Donc, tu as le oui. droit de faire ça, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Voilà, enfin, Mm. OK, tu ne peux pas nous faire ça, tu ne peux pas traverser la route alors que le feu est rouge. Voilà, voilà. Et là, on n'a pas à les écouter, on a à dire à rappeler la loi. Voilà. Oui, Parce qu'on est là pour protéger leur santé et qu'ils ne soient pas victimes d'un accident. oui. Et leur apprendre finalement les lois fondamentales de la vie qui, si on n'en tient pas compte, elles fonctionnent quand même et il y a des conséquences. C'est très bien résumé. Merci. Alors, je dois dire que quand je suis arrivée au chapitre 18, j'ai été assez surprise car, mais vous avez déjà un peu répondu à cette question, mais d'une certaine façon, vous invitez à oublier ce que l'on sait pour aller vers une posture de coach. Mais je me posais la question, comment adopter cette attitude envers soi-même pour s'auto-coacher? En l'occurrence, ce n'est pas une attitude pour l'auto-coaching, puisqu'en l'occurrence, c'est justement en coaching, c'est aller chercher ses propres ressources. Et donc, c'est de dire, mais tiens, qu'est-ce que je sais déjà? Si on parlait du sommeil, qu'est-ce que je sais déjà?
qu'est-ce que je suis prêt à expérimenter. Voilà, je ne suis pas né hier, j'ai déjà un certain nombre d'années derrière moi, j'ai pu tester déjà un certain nombre de choses, ou peut-être que je les ai testées un peu vite, voilà, donc ça va être des choses comme ça. Donc non, la question d'accepter de ne pas savoir, c'est plutôt une question de management ou une question, donc, quand on est dans une relation de coaching ou d'accompagnement, ou voilà, avec ses enfants, hein, qui est de dire, voilà, plutôt que de dire, ben, j'ai tout de suite la réponse, ben, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. J'ai une anecdote là-dessus, c'est un chef d'entreprise qui me dit, mais tu ne comprends pas, Robert, moi je suis débordé, j'ai 200 salariés et les 200 salariés méritent que je leur donne des réponses. Voilà. Et donc, je lui dis à un moment donné, je te propose de mettre à l'entrée de ton bureau une petite boîte, on met 2 euros et c'est marqué dessus distributeur automatique de réponses, de solutions. Donc, quand les gens viennent frapper à ta porte, ils viennent, ils mettent 2 euros et ils rentrent chez toi pour avoir la réponse. Et ce que je te propose, c'est qu'une fois sur deux, au lieu de leur donner la réponse, tu leur dis, bah, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous proposez? Enfin, voilà, que tu ne réponds pas. Elle dit, mais je connais la réponse. Je dis, oui, mais tu les laisses, tu les fais travailler. Voilà. Et donc, même chose, je vois un mois après, il me dit, mais c'est génial ton truc, ça fait par deux, les gens viennent maintenant me voir, mais c'est eux qui trouvent les réponses. Une fois sur deux, je leur donne la réponse, et une fois sur deux, je dis, OK, ben maintenant tu divises par 4. Voilà. Donc, on a continué. Il est probable qu'il y a des questions, voilà, il y a le feu, où est les pompiers? Ben là, tu vas décrocher le téléphone, tu ne vas pas dire qu'est-ce que tu en penses. Voilà. Mais c'était tout un travail et effectivement, le dirigeant était beaucoup moins débordé et beaucoup plus utile, puisque Mm. dans son attitude précédente, en fait, il empêchait ses salariés de réfléchir, alors que il les mettait au travail et ils étaient donc du coup impliqués dans la boîte. C'est toujours de l'intelligence collective auquel vous faites référence et également, je veux dire, vous faites appel à la richesse de chaque personne et d'une façon, on pourrait dire, c'est de la reconnaissance. Un directeur qui permet à ses employés de trouver les réponses est une manière de reconnaître les compétences, l'intelligence, l'expérience de son équipe. C'est surtout, je pense, 10 fois plus efficace. Et je m'interroge aujourd'hui, donc ça va être l'objet d'une prochaine infolette, parce que je publie une infolette tous les 2 mois à peu près. Et le thème de la prochaine infolette, c'est comment ça se fait que la posture de coach, on ne la trouve pas actuellement dans le monde de l'enseignement. On va la trouver en disant, bah, ça serait bien d'accompagner, mais pour moi, c'est une posture d'enseignement. C'est-à-dire, si je suis prof de maths, et j'ai été, moi, prof de fabrication mécanique, quand Mhm. j'ai enseigné, je ne connaissais rien de la matière. Et ça ne m'empêchait pas d'être enseignant. Mais quand j'explique ça à un enseignant, il me dit, c'est pas possible. Je suis persuadé qu'on peut être prof de maths en ayant oublié. Mhm. Alors, on va vérifier à la fin que le résultat correspond, que la personne a bien trouvé la solution. Mais notre job, ce n'est pas de donner la solution, c'est d'accompagner l'élève à trouver la manière de raisonner pour trouver la Mhm. solution. Donc, c'est vraiment une posture qui est très, très puissante et qui, pour l'instant, je trouve assez absente. En tout cas, je n'ai pas repéré dans le monde de l'enseignement. Il y a du travail. Alors, je peux rajouter en tous les cas que je suis preneur de rencontrer d'autres personnes qui se poseraient les mêmes questions, parce que je pense que ce n'est pas tout seul que je vais faire bouger ce genre de choses, et que ça me plairait en tous les cas d'apporter aussi ma contribution, Mhm. mais je n'imagine pas tout seul, voilà, donc avec Ah d'autres. oui. Donc j'y réfléchis actuellement pour me dire, bon, quand est-ce que je mets en place quelque chose pour rassembler des gens, pour dire comment on essaye de porter une autre parole sur on peut former et enseigner autrement. Le message est envoyé dans le grand océan d'Internet. Merci. Tout doucement, nous arrivons vers la fin de cette interview. J'aurais aimé vous demander quel est votre outil de coaching préféré. Alors, il y a un premier outil de coaching préféré, mais qui est souvent difficile à employer parce qu'on pense que c'est ridicule, et c'est la reformulation. Voilà. C'est reformuler ce que dit l'autre. Voilà. Hmm. Mais l'outil, moi, mon outil de prédilection, c'est, vous venez de me poser une question, quelles sont les 5 options dont 2 farfelus pour répondre à cette question? Alors tout de suite, la personne dit, bah, je vais vous donner la première. Je dis, non, 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 prenez du temps en silence, vous allez réfléchir à 5 options
Et puis moi, de mon côté d'ailleurs, je vais réfléchir à 5 options, dont 2 farfelues. Et donc, la personne réfléchit. Et l'intérêt de notre travail, c'est qu'au départ, elle pensait qu'il n'y avait aucune solution. Voilà, donc petit à petit, elle dit, bah, tiens, je pourrais faire ça. Il y a la possibilité de faire des options farfelues. Donc, bah, oui, je vais lui casser la figure, voilà, ou bah, je ne sais pas quoi. Voilà. Et donc, après, bah, je dis, bah, voilà, maintenant que vous avez travaillé, quelles sont vos 5 options, dont 2 farfelues? Et puis, est-ce que ça vous intéresse que je vous donne? Et c'est un peu le même modèle que je fais dans le bouquin, hein. Je pose une question, je dis, quelles sont vos réponses? Et puis, vous allez pouvoir découvrir les miennes. Mais les vôtres sont aussi intéressantes que les miennes. Je n'ai pas vocation à être meilleur que vous, puisque c'est vous qui êtes au volant de votre vie, ce n'est pas moi. Voilà. Et donc, à la fin de la séance, la personne est avec 10 options. Et à ce moment-là, je lui dis, ben, voilà, quelles sont les 2 ou 3 options que vous retenez? Et je suis vigilant à vérifier qu'elle entoure bien des options qu'elle a choisies elle aussi. Qu'elle Mm. prenne des options que j'ai proposées, pourquoi pas. Mais si elle ne prend que mes options, je ne suis plus dans le coaching. Voilà. Mm. Et donc, je me dis, tiens, il y a quelque chose à travailler de nouveau. Voilà. Et l'idée, en tout cas, c'est que cet outil permet à des gens qui disent, mais il n'y a aucune porte de sortie, de découvrir qu'en fait, il y en a 10 ou 12, quoi. Donc, et qu'on a le choix. J'aime beaucoup cette proposition, cet outil, cette manière de faire, et je vais me l'approprier illico. Alors, c'est en vente, hein, il y a un copyright. Ah, d'accord. Mais non, Je vous n'en l'avez doute pas, entendu je n'en d'ailleurs doute et je n'ai pas. pas repéré les ressources. Donc, je ne peux pas, c'est utilisable sans forcément me citer. Exactement, waouh, merci. Et si vous aviez une recommandation pour les auditeurs et auditrices qui a été essentielle dans votre vie, ce serait laquelle? Alors, j'ai plutôt envie de vous la retourner sous la forme d'une question que j'adresse à vous, mais que j'adresse aux auditeurs. Et ce que je vous propose, c'est de laisser 30 secondes, le temps que la question descende chez vos auditeurs, avant qu'on ne reprenne la parole. Voilà. Et donc, la question que je vous pose, c'est, madame ou monsieur qui m'écoutez, quelle est la priorité numéro 1 dans votre métier d'aujourd'hui, ou si vous êtes retraité, dans votre retraite aujourd'hui, si vous êtes demandeur d'emploi, dans votre situation de demandeur d'emploi, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle? Quelle est votre priorité numéro 1? Je vous invite à l'écrire. Et oui, je laisse un peu de temps pour accueillir cette question. Donc, il est probable que vous allez écrire, si vous êtes chef d'équipe, ben, vraiment réussir à ce que mon équipe soit vraiment en pleine cohésion. Et moi, je vous répondrai, c'est super, c'est votre troisième priorité. Qu'est-ce qui est plus important que cela? Il y a un retraité qui va dire, ah, mais vraiment, moi, c'est vraiment d'être présent auprès de mes petits-enfants. OK, c'est super, c'est votre troisième priorité. Voilà. Il y a un coach qui va dire, ben, moi, c'est important que je ne lâche pas mon commercial pour que les contacts d'aujourd'hui soient des clients demain. Je vais dire, c'est super, c'est votre troisième priorité. Et donc, petit à petit, ben, les gens réfléchissent. Et dans le livre, je propose donc une réponse et je vais la donner maintenant. Et ça vous donne du coup aussi un peu l'état d'esprit du livre. La première priorité, c'est de prendre soin de soi. Voilà, si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez pas être opérationnel pour vos équipes, vous ne pourrez pas être opérationnel pour vos petits-enfants, vous ne pourrez pas être opérationnel dans votre recherche d'emploi. Et donc, si vous êtes OK pour prendre cette hypothèse, puisque je n'ai pas vocation à avoir raison, c'est une proposition que je vous fais, si vous regardez maintenant votre agenda pour les 8 prochains jours, est-ce qu'il y a des espaces où vous prenez soin de vous? Et donc, de nouveau, je pourrais laisser un temps en silence. On ne va pas le faire puisque ce n'est pas l'objet, mais vous l'aurez dans le livre. Voilà, vous allez regarder votre agenda et peut-être vous dire, ben, je suis surbooké, je bosse 70 heures par semaine. Eh bien, je vais vous faire travailler. Qu'est-ce que vous changez dans votre agenda? Il y a peut-être un rendez-vous à prendre pour que vous fassiez 1 heure de piano, ou vous alliez faire un jogging. Il y a peut-être une décision à dire, ce rendez-vous qui me paraissait urgent, on peut peut-être le reporter de 8 jours. Voilà. En tous les cas, qu'est-ce qui va faire que vous allez prendre un peu mieux soin de vous pour les 8 prochains jours? Voilà.
Et donc, c'est un peu l'esprit de ce livre, très pratico-pratique, ras des pâquerettes, mais ça passe par là. C'est Mm, vraiment de se dire concrètement, qu'est-ce que je constate et qu'est-ce que je décide. Voilà ce que je voulais partager avec vous quand vous me posiez la question de, c'est quelque chose que je me pose très très souvent. Et donc, mm, par exemple, si vraiment je suis vraiment fatigué, même si j'ai une urgence, je vais prendre 20 minutes de sieste et je vais mm. être 10 fois plus performant pour gérer l'urgence. Et les 20 minutes, je les aurais gagnées 3 fois. Eh bien, j'espère que cette recommandation va inspirer tous les auditeurs. En tout cas, je voudrais vous dire un tout grand merci d'avoir accepté de venir nous présenter votre livre. Et à vous qui nous écoutez, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour nous dire si vous avez aimé, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines interviews. Au revoir, Et Robert. n'oubliez pas d'acheter le livre dont le titre est à l'envers. Ah, ah, mais ici, je le vois bien. Ça Alors va. ça marche. Oui. Merci Ça à m'a fait bien vous, rire. Robert. Au revoir. Au revoir à tous Et et toutes. merci beaucoup, Oriane. Avec plaisir.